mobilise des plumes de divers ordres. Toutes tentent de percer le mystère, sinon le secret de cet art du pouvoir, de cette personnalité d'une prodigieuse intelligence, d'une sagesse exceptionnelle, d'une pondération unique, d'une patience légendaire, d'une tolérance proverbiale, d'une exemplarité exceptionnelle, à en croire une préface du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Les ouvrages sont-ils assez volumineux pour contenir les œuvres et les traits de caractère du président de la République? Bonsoir et bienvenue en ce jour anniversaire, jour de célébration. Twilight a convoqué pour vous des écrivains, auteurs d'essais et d'ouvrages sur le président de la République. Il vous dévoile de vive voix les motifs de la rédaction. C'est seulement dans quelques instants. Je vous propose une pause et on se retrouve bien installés. Ils seront 5 pour participer à ce débat en ligne et en présentiel. En ligne, bien évidemment, nous aurons le professeur Simeon Pakris Kwam, agrégé des facultés de droit, chef de division des affaires académiques, de la solidarité et de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Autre invité en ligne, lui, déjà, le professeur Simeon Pakris Kwam, qui est co-directeur de le libéralisme communautaire de Paul Biya, tome 1 et tome 2, tout comme lui en ligne également, Parfait Mininaou Viamna. Il est le président du Conseil national de la jeunesse de l'extrême nord et surtout l'auteur de Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante. Les invités en présentiel sont sur ce plateau. Il s'agit notamment du docteur Jean-Jacques Ngono Nemeu, expert en gouvernance publique, directeur de l'ONG Bonne Gouvernance, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages dont Paul Biya, la couronne de la politique africaine, de l'initiation à la référence. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, madame la journaliste. Je commence par dire merci à la suite de cette invitation, dont le motif phare, c'est de à reviser, à revoir, commenter les actions du président Paul Biya, aujourd'hui l'homme de la référence. Comme on l'a si bien dit dans nos publications, il est la référence politique, non seulement au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Bon, souci de le démontrer, d'où l'invitation, et par la suite, nous aurons vraiment la chance de revenir dessus. Philippe Ganfé est à vos côtés. Il est journaliste, directeur de publication du journal Le Flambeau, écrivain, auteur de Paul Biya, le héros d'un chemin escarpé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette Esso, bonsoir à mes copanélistes ainsi qu'aux nombreux téléspectateurs de ce programme. C'est un plaisir de prendre part à ce banquet de l'esprit avec comme menu principal le père du renouveau national, cet homme d'État hors du commun qui manifestement a été choisi par la divinité. Parce que ma foi, je suis de ceux qui croient fondamentalement à la thèse de l'origine théocratique du pouvoir. C'est-à-dire que Dieu a choisi le président Paul Biya et lui a donné toute la sagesse et toute la force pour diriger le pays. Cette thèse qui a d'ailleurs été soutenue par saint Thomas d'Aquin à travers sa pyramide, au sommet de laquelle se trouve la loi éternelle, qui est inaccessible à l'homme, mais qui gouverne toutes choses. Elle ne peut que s'expliquer à travers ce que l'on voit. Le président Biya a 42 ans au pouvoir. C'est ce que l'on voit. On va revenir à vous pour les développements dans quelques instants. Le temps de présenter Joseph-Marie Elundou. Il est économiste, écrivain, auteur notamment de Paul Biya, le disque dur ou l'héritage des générations. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation.
Alors, le débat à présent, 6 novembre 1982, une date, une histoire plusieurs fois gravée. Et j'ai envie tout de suite de vous demander, chers messieurs, pourquoi avez-vous décidé de graver cette histoire parmi plusieurs autres écrits déjà publiés? Joseph-Marie Elundu. Eh bien, vous savez, l'écriture est une inspiration. L'écriture, on ne peut pas toujours dire avec exactitude à quel moment le désir d'écrire un ouvrage ou alors les motivations qui vous pousseront profondément à l'écrire, mais c'est d'abord une inspiration, donc comme une œuvre artistique. Et moi, j'étais en train d'écrire un ouvrage en 2019 sur le cacao. Lorsqu'un jour, pendant que je suis en train d'écrire, je regarde la télévision, je vois un acteur politique qui dit, à l'époque, c'était pas 42 ans, il avait dit, en 39 ans, en 38 ans, Paul Biya n'a rien fait. Donc là, moi, j'ai été immédiatement choqué. Parce que lorsque Paul Biya prend le pouvoir, je suis en train de sortir de l'université. Donc je l'ai vu arriver. J'ai vu le Cameroun au moment où il le prenait. Et j'ai vu regarder ce Cameroun évoluer jusqu'au moment où cet homme, ce compatriote disait qu'il n'a rien fait. Parce que rien veut dire zéro. J'ai donc décidé en tant que témoin de l'histoire d'écrire un ouvrage consacré au président Biya. La raison fondamentale c'était un choc à la télévision. Plus tard, lorsque je me suis mis à écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'écrire ce livre comme une histoire, la merveilleuse histoire politique du Cameroun de ces 60 dernières années. Parce qu'en réalité, on voit Paul Biya chef d'État, mais Paul Biya est l'incarnation du Cameroun et de l'histoire politique du Cameroun. On ne peut pas parler de l'histoire politique du Cameroun sans parler de Paul Biya, c'est impossible. Donc, et puis je voudrais toujours dire que pour des raisons historiques, Paul Biya est le 3e homme d'État camerounais, à la tête de l'État camerounais. Il est le 2e président après l'indépendance, mais le Cameroun a eu 3 hommes d'État. Le premier s'appelle Mbida, le second c'est Amadou Ahidjo, le 3e c'est Paul Biya. Ça c'est pour des raisons vraiment de restituer l'histoire. Et notre ouvrage est un ouvrage qui se veut être un ouvrage de vérité. Il n'est pas laudateur, il voudrait sortir vraiment de... D'ailleurs, il n'y a rien à dire de particulièrement méchant lorsqu'on est sérieux et qu'on veut parler du président Biya. Si on a vécu comme nous son arrivée et toutes les péripéties qu'il a traversées et la manière avec laquelle il a maestrié. Parce que j'écris quelque part que lorsqu'on regarde Paul Biya à la tête de l'État, on a l'impression que gouverner, c'est gérer les crises. Donc, à peine arrivé, il a eu une série, d'abord menacé par ses propres compatriotes le 6 avril, puis vous entrez dans les crises économiques de longue durée, dans les Bakassi, la crise frontalière, vous entrez dans les Boko Haram, aujourd'hui vous avez la crise anglophone, et il a fallu maîtriser tout ça, garder relativement une paix dans le pays, malgré toutes les tentatives de déstabilisation. On n'a pas vu le président Biya. Je peux énumérer 1 ou 2 fois où on l'a entendu élever le ton lorsqu'il s'adressait aux Camerounais ou lorsqu'il posait des actes. Donc, vous avez été très, très expressif tout à l'heure avec les multiples qualificatifs, son côté tolérant, son côté patient, son côté pédagogique. La paix comme credo. D'ailleurs, je suis en train de faire un ouvrage que j'appelle le livre d'or de la paix, où nous recensons vraiment toutes les actions de paix. Vous voyez, c'est une œuvre immense de 3 ou de 4 ou de 5. Il faut être, je ne serai peut-être pas aussi péremptoire parce qu'il n'y a pas les moyens spirituels peut-être de l'affirmer. Il faut être élu de Dieu pour vivre 42 ans à la tête d'un pays comme celui-là. Et on n'a presque jamais su que véritablement le président a été malade.
On a supposé, on a dit que, bon, apparemment, il est souffrant, mais pendant 42 ans, il a tenu la barque Cameroun, y compris au moment où il est dans les 90 ans. On le revoit relancer tout le débat mondial, aller trancher des litiges géopolitiques ou géostratégiques en Russie, aller parler aux hommes du monde, aux grands du monde, des questions de paix, la symbolique du débarquement. Vous le voyez aller plaider en Chine, il fait le tour du monde à 90 ans dépassé. Je pense que cet homme est effectivement exceptionnel et mérite que le maximum des Camerounais écrivent sur lui. En France, Sarkozy a fait 5 ans de pouvoir. Il a eu plus de 500 ouvrages écrits sur Sarkozy. Si on fait une proportion, on devait avoir des millions d'ouvrages sur Paul Biya. Malheureusement, on a cette impression, et c'est dommage, que nous n'avons pas la culture de la, de la magnificence, de l'histoire, de la pérennisation, la mémoire, pour que les générations qui viennent trouvent des choses qui vont être des repères pour elles. J'ai fait un autre ouvrage, le disque dur est le plus visible, le modèle de politique économique de Paul Biya. Vous savez qu'il y a des choses complètement inachevées. On n'a jamais commencé pour le libéralisme communautaire. On en parle, mais on n'a pas vu une programmation avec comme toile de fond, stratégie du libéralisme communautaire, ça n'existe pas. On nous a parlé de beaucoup de choses, mais jamais. Or, pour le libéralisme communautaire, a servi de modèle à Lula da Silva, président brésilien. C'était un de ses livres de chevet lors de son premier passage à la tête de l'État brésilien. Pour régler les problèmes des écarts entre les riches, trop riches, et les trop pauvres, c'est pour le libéralisme communautaire que Lula da Silva a utilisé pour régler ce problème. Aujourd'hui, si vous arrivez au Brésil, aucun taxi ne roule seul. Les taxis appartiennent à des coopératives. Donc, le libéralisme communautaire, c'est la mutualisation des forces au profit du capital et du profit. Cela n'a jamais été véritablement implémenté. Donc, c'est une immensité que nous, Camerounais, n'arrivons même pas à exploiter. Nous, Camerounais, je ne sais pas, je me pose souvent la question, est-ce que nous méritons un tel homme? Est-ce que nous, Camerounais, avons vraiment la capacité d'exploiter? Parce que d'autres, je vous dis que les témoignages sont clairs, que le grand Lula du Brésil s'est inspiré du livre pour le libéralisme communautaire pour régler les problèmes d'amortisseur social, c'est-à-dire les écarts entre les trop riches et les trop pauvres. Je pense que pour ne pas monopoliser la parole, pour moi, il y a des gens qui pensent que nous sommes là pour chercher, je ne sais pas quel strapontin, non. Nous sommes sincères. Nous n'avons jamais profité d'aucun poste, de quoi que ce soit au Cameroun. Nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit, mais nous pensons que nous avons le chef d'État que nous méritons et que ceux qui voudraient le remplacer gagneraient à l'observer au travail. Parce que, une anecdote, est-ce que vous savez qu'en 42 ans, Paul Biya n'a jamais prononcé le nom d'une tribu. Personne n'a entendu Paul Biya dire telle tribu. Je ne veux pas, je vais limiter. Jamais ne dit telle tribu ou telle autre tribu. Jamais, jamais, jamais en 42 ans. Près de 80 discours, plus peut-être 90 discours, puisque c'est un métronome, c'est 2 discours tous les ans, officiellement. Donc, jamais. Il est soucieux de l'unité du Cameroun. Le tribalisme dont on parle aujourd'hui est sa première préoccupation. Recommandation numéro 1 pour le libéralisme communautaire. Il a vu, il est visionnaire. Il sait vers où il faut amener le Cameroun. Mais est-ce que nous, Camerounais, sommes vraiment des bons wagons qui vont nous laisser tirer par cette locomotive? Docteur Jean-Jacques Ngonon-Nemeu, vous qui avez écrit sur Paul Biya, la couronne de la politique africaine, de l'initiation à la référence, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Pourquoi vous avez décidé de noircir sur le papier blanc toutes ces pensées? Oui, madame, j'avoue ici que dans un premier temps, je suis expert en gouvernance publique, promoteur de la bonne gouvernance. C'était fait dans le souci de me rapprocher et
sensibiliser des personnes et des institutions dans le cadre de impulser la bonne sentence de gestion de la sphère publique, des affaires publiques. Il me revient donc, à chaque fois que je tenais des séminaires, notamment dans les administrations et les environnements politiques, d'aucuns revenaient me demander, voilà, docteur, et voilà, il est question de voir dans quelles conditions est-ce que vous reconnaissez que le poisson pourrit par le haut. Voilà, ainsi de suite. C'est comme ça, donc, dans le cadre de viser, de suivre une action rapprochée, il était question. J'ai même suivi certains de nos étudiants qui sont allés jusqu'en thèse, dans le cadre de voir dans quelles conditions on pouvait donner les thèses sur le personnage de Paul Biya. Notamment, aujourd'hui, lorsqu'on parlerait de Paul Biya, il ne s'agit pas d'une personne ou alors d'un simple personnage. Il s'agit d'une institution. Il y a donc lieu de le démontrer par les écrits. Nous nous sommes attardés à écrire des modules, venant peut-être de la profession d'écrivain, des modules dans le cadre d'alimenter les séminaires de bonne gouvernance, les séminaires, les colloques et autres. Pour ce fait, il ressort, vous savez, comme le disait mon frère, au Cameroun, il y en a qui ont à peine de retrouver le sens de la lecture. Mais ici, il y a lieu de pousser certains de nos frères ou nos confrères à s'y atteler, notamment à s'arrimer à la recherche, même passant par nos étudiants, nos élèves plus loin, ainsi de suite, même le petit citoyen dans la mesure du possible. Ainsi donc, parmi mes publications, notamment, que vous voyez, nous sommes à plus de 7 publications. Bon, la dernière, c'est Paul Biya, la couronne de la politique africaine. Pourquoi Paul Biya, la couronne de la politique africaine, sous-titré de l'initiation à la référence? Il revient. Paul Biya, quand on voudrait donc parler d'elle, il s'agit là d'un homme politique d'une autre appréciation. Je ne saurais dire atypique, parce qu'il a su dévier tous les pronostics, même ceux de la communauté, notamment les grandes puissances, qui pensaient qu'il fallait utiliser des techniques ou des stratégies pour déstabiliser le Cameroun. Aussi vrai que nous reconnaissons que le Cameroun a sa particularité, par sa diversité, la diversité culturelle, la diversité politique, ainsi pour ne citer que cela. Mais il ressort d'une autre manière. Il est un enseignant. C'est un véritable pédagogue, puisque à partir de son savoir-faire, à partir de ses grandes décisions politiques, il a su démontrer que voilà, à chaque sortie, il touchait un sens d'appréciation. Il touchait là où il se devait. Pour ce fait, nous avons réalisé en notre cadre de promoteurs, notamment les peintres de la société. Il y a lieu de comprendre ici que chaque écrivain est un peintre de la société. Il y a lieu d'utiliser les techniques d'écriture comme invite, sous forme d'invitation à certains nantis de se rapprocher de la réalité des faits, puisque nous pouvons nous rendre compte que les paroles s'envolent, les écrits restent. Puisque ces écritures, à travers ces écritures, nous reconnaissons, nous invitons les gens à connaître Paul Biya proprement dit. Parce que nous avons vu ailleurs comment est-ce que certains chefs d'État sont partis à partir d'une mauvaise appréciation politique. Ils se sont retrouvés en train de faire des vagues d'appréciation maléfique par rapport à leur population. Ils ont été déchus par leur population suite à une mauvaise appréciation politique. Alors, laissant leur État dans le chaos. Or, ici, nous allons nous rendre compte, nous avons bien des exemples sur le plateau, notamment dans nos appréciations de l'espace politique. Nous avons eu des crises dans les années 90, notamment lorsqu'il va falloir parler de l'évaluation dans la gouvernance fondamentale. La gouvernance fondamentale, en principe, c'est-à-dire que c'est établi sur un certain espace, notamment dans le cadre de décennie en décennie. Nous avons le cas de 90, notamment. Lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, bien après, il y a eu des mécontents, bien entendu, mais dans l'ensemble des Camerounais, ils attendaient un homme. C'était un homme qui venait
répondre aux aspirations de tous les Camerounais. Ce jour-là, en ce moment précis, il y a eu des mécontents. Il a fallu peut-être une sortie qui rassurait les Camerounais dans leur entièreté. Pour ce fait, Paul Biya est resté, non parce qu'il voulait l'endurance au pouvoir, mais par assurance. Justement parce qu'il rassurait son peuple, justement parce qu'il remettait en cause toutes ces palabres et puis les discriminations telles que le tribalisme et bien entendu d'autres qui pouvaient plomber les avancées de la politique nationale. Alors, il y a eu des revendications, notamment la démocratie. Nous avons vu comment est-ce que les Camerounais sont. Ce n'était pas l'apanage du Cameroun. C'est vrai, c'était vraiment l'étape. Peut-être qu'on va vous revenir, notamment pour restituer la quintessence de cet ouvrage. Le temps de demander d'abord à vous, Philippe Nganfé, auteur de Paul Biya, le héros d'un chemin escarpé. Ce qui vous a motivé à rédiger cet ouvrage-là? Qu'est-ce qui m'a motivé à rédiger cet ouvrage? C'est simplement parce que j'ai été subjugué par l'immensité de son talent politique et la pugnacité de sa virtuosité langagère. Parce que lorsque vous observez le président Paul Biya depuis le 6 novembre 1982, vous allez vous rendre compte qu'à ce jour, il a déjoué plusieurs crises. Mais comment parvient-il à toujours tirer son épingle du jeu? C'est une question que je me suis posée parce qu'il arrivait des moments, lorsque nous étions à l'université de Ngaoundéré, on discutait avec des camarades tchadiens qui disaient écoutez, chez vous, un jour, quand ça va arriver, ça sera plus grave que chez nous. Mais on se disait, bon, ça va arriver, on a attendu que ça arrive, mais ce n'est jamais arrivé. Et puis, il y a aussi un article de Jeune Afrique qui a également attiré mon attention, où le président Jacques Chirac, de regrettée mémoire, qui s'interrogeait à l'endroit du président Biya. Il disait, mais comment fait-il pour diriger depuis si longtemps un pays aussi complexe? Comment fait-il? C'est Jacques Chirac qui se pose la question. Alors voilà des faits qui m'ont motivé à écrire, à essayer de comprendre comment est-ce que le président Paul Biya parvient à déjouer toutes les tentatives de déstabilisation du Cameroun, parce que lorsque vous observez, vous allez voir que tout ce qui a voulu créer des guerres, des conflits au Cameroun, mais il les a escamotés avec une certaine facilité et à l'aune du temps. Mais comment il fait? Est-ce qu'il y a... Vous avez tenté de répondre à cette question. Oui, on a tenté de répondre à cette question. Et puis on était obligé de produire ce livre en multipliant, en alliant les crises successives qui ont secoué le Cameroun. Comment est-ce qu'il a géré ces crises avec son entourage? On y reviendra. Je crois que le professeur Simon Patrice Kwame s'impatiente de l'autre côté de la ligne, au bout du fil. Bonsoir, professeur. Vous avez notamment co-rédigé 2 ouvrages, tome 1 et tome 2 sur le libéralisme communautaire de Paul Biya. Ouvrage rédigé avec la contribution de 65 enseignants des universités du Cameroun, tout en présentant notamment ces tomes 1 et 2. Dites-nous pourquoi avoir mobilisé autant de contributions pour la rédaction de ces ouvrages que vous qualifiez comme étant des ouvrages académiques de référence au Cameroun. Pour le 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya,
à participer donc à votre débat. Mes civilités aux copanélistes et un bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Notre ouvrage collectif, publié chez l'Harmattan en 2022, est le travail de 65 enseignants-chercheurs de toutes les universités du Cameroun et des instituts de recherche. Compte tenu de l'immensité de la tâche qu'il y avait à accomplir, 80 contributions avaient été commises, mais 15 d'entre elles n'ont pas reçu l'onction du comité scientifique qui était très pointu et très rigoureux. Ainsi, les 65 contributions retenues sont réparties en 2 tomes. Le tome 1 est intitulé « Le libéralisme communautaire de Paul Biya, une idée de l'État et de l'unité nationale ». Ce tome fait 693 pages. Le tome 2 s'intitule « Le libéralisme communautaire de Paul Biya, une vision de l'homme et du développement », 652 pages. Dans ces 2 tomes, tous les aspects de la vie nationale sont examinés minutieusement par des enseignants-chercheurs suivant les canons méthodologiques reconnus en la matière. Il s'agit en réalité d'un ouvrage de référence sur le Cameroun, car jamais par le passé, en l'état de nos recherches, un objet scientifique n'a pu réunir les sciences humaines et les sciences exactes. Le président Paul Biya, à travers son ouvrage pour le libéralisme communautaire, a offert aux universitaires un objet scientifique de premier choix qui fédère les énergies et décloisonne les sciences dans l'objectif du développement entier de l'homme. Aujourd'hui, tout chercheur dans le monde entier qui travaille sur le Cameroun a désormais une base incontestable de données collectées dans les différents domaines de la vie nationale: démocratie, économie, diplomatie, culture, sport, santé, éducation et j'en passe. C'est un travail donc titanesque qui vient d'être abattu par les différents enseignants de nos universités afin de rendre un hommage mérité à cette pensée politique unique dans le monde à un moment où des incertitudes planent à travers le globe sur comment orienter son peuple vers un développement global. Le président Paul Biya a donc offert ainsi l'occasion pour que les chercheurs puissent se pencher sur cette œuvre qui traverse le temps et qui traverse les âges. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui fait la particularité de ces 2 ouvrages, tome 1 et tome 2, sur le libéralisme communautaire du président Paul Biya? Merci, madame, pour cette question extrêmement importante. La particularité de notre ouvrage collectif se situe au moins à 2 niveaux. D'abord, la diversité. Nous avons une diversité de chercheurs issus de tous les domaines: économie, sciences, droit, sciences politiques, agriculture, agronomie, diplomatie et j'en passe. Nous avons une diversité linguistique, car les contributions sont rédigées en français ou en anglais. Nous avons une diversité culturelle. Les contributeurs sont originaires des 4 grandes aires culturelles du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ensuite, nous avons la scientificité. Notre ouvrage collectif répond au canon méthodologique pointu et rigoureux. Chaque contribution a été expertisée par au moins 3 chercheurs de renom dans le domaine examiné. C'est d'ailleurs pourquoi l'ouvrage a mis 5 ans pour être publié, donc de 2017 à 2022. C'est donc pratiquement le seul ouvrage en Afrique qui rend objectivement compte de la pensée et de l'action politique d'un président de la République. Il permet ainsi de relativiser sérieusement certaines affirmations hâtives sur l'œuvre du renouveau. Il s'agissait
de partir de la pensée pour examiner les résultats, dégager les contraintes et faire des propositions. C'est pourquoi nous pouvons dire humblement que l'ouvrage du président de la République intitulé « Pour le libéralisme communautaire » est une pensée politique indépassable pour le Cameroun. Elle ne se périmera jamais. Des ajustements et réajustements pourront être faits, mais le socle demeurera une merveille pour tout chercheur. On n'a qu'à lire cet ouvrage de 158 pages publié en 1987 chez Pierre-Marcel Fabre pour être séduit par la profondeur de la pensée et par la pertinence de l'orientation. Merci beaucoup, professeur. On va aller de l'autre côté, notamment dans la région de l'extrême nord, en ligne avec Parfait Viamna. Vous êtes l'auteur de Paul Biya, artisan d'une jeunesse entrepreneuriale, un ouvrage publié en 2024, cette année même donc. Qu'est-ce qui, dites-nous, vous a poussé à rédiger cet ouvrage-là? Bonsoir. Merci de l'invitation. L'ouvrage intitulé Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, est composé de 5 chapitres. 5 chapitres qui présentent le président de la République, les actions qu'il a menées à l'égard de la jeunesse camerounaise, la consolidation de la paix qui est un atout pour les jeunes entrepreneurs et la promotion des jeunes images. Les jeunes qui aujourd'hui occupent des hauts postes de responsabilité, tant dans l'appareil de l'État qu'au sein de son parti politique, le RDPC. L'ouvrage compte 146 pages. Cet ouvrage est un bouquin qui permet à tout jeune de s'y retrouver, car beaucoup de jeunes font des témoignages, des cas de success story dans des arrondissements les plus reculés qui témoignent de leur attachement au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les éléments qui nous ont motivés à écrire cet ouvrage, c'est les riches et émouvantes réalisations du président Biya à l'égard de la jeunesse camerounaise. Il a consacré 42 ans à construire, à bâtir une jeunesse solide et prospère. Car le chef de l'État lui-même le dit sans cesse dans ses discours, que la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est pourquoi il s'est érigé en cet artisan pour faire de cette jeunesse le fer de lance. Aujourd'hui, vous voyez des actions dans les 360 arrondissements à travers des programmes et projets gouvernementaux. Il a consacré tout un ministère en charge de la jeunesse, tout un ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce bâtisseur infatigable, ce président mythique, Biya, est resté constant à l'égard de la jeunesse. C'est pourquoi on s'est senti obligé, devoir de mémoire, de rendre compte aux jeunes, afin qu'ils restent mobilisés, afin qu'ils restent sourds à toutes les actions qui veulent déstabiliser le pays, qu'ils sachent qu'on a un seul guide, et ce guide, on va l'accompagner. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait la quintessence de cet ouvrage-là? Le livre présente l'homme politique, Biya, avec sa vision et avec un ancrage qui donne avec précision, avec statistiques, avec plusieurs éléments, l'action qu'il a menée à l'égard de la jeunesse. C'est pourquoi on s'est évertué à présenter les programmes, les projets, l'employabilité des jeunes, la création des universités, la promotion de l'éducation avec la gratuité de l'école primaire. Tous ces éléments forment la stature de ce livre qui se veut un livre témoin, qui se veut un livre qui rend compte, qui se veut un livre de vérité.
Merci beaucoup, Parfait Viamna, auteur de Paul Biya, artisan d'une jeunesse entrepreneuriale, de retour ici sur ce plateau. On parle encore des vérités Joseph-Marie Elundou concernant les œuvres du président de la République. Mais vous le disiez à l'entame de vos propos, vous aviez été témoin de l'histoire le 6 novembre 1982. Qu'est-ce qui vous a marqué et que vous avez décidé d'écrire ou alors de noircir dans ces pages blanches que constitue votre livre? Je voudrais vous confirmer et répéter que notre livre, nos livres de toute façon, sont des ouvrages d'histoire. Peut-être demain, après-demain, ils auront une plus meilleure valeur parce que nous faisons l'effort de retracer la réalité. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand le Cameroun rentre à l'indépendance, le pays est dans d'énormes conflits. Et notre livre décrit cet itinéraire. Énormes conflits politiques, communautaires, et le pays est sous la coupe de la mère patrie qui s'appelle la France. Donc le pays, en fait, celui qui gouverne le pays en ce moment-là, le président Ahidjo, n'a pas la masse critique des hommes permettant de conduire un pays. Le pays a 1 an. L'écart, il n'y en a presque pas. Donc, il est piloté, mentorisé par la mère patrie. Et Paul Biya, c'est dans ses entrefaites, en 1962, que Paul Biya entre dans les équipes. Il est tout jeune. Donc, il est de ce fait, parce qu'il entre véritablement dans le chaudron de la stratégie du pays, et il y demeure pendant 42 ans. Donc c'est la mémoire, le disque dur, c'est la mémoire centrale du Cameroun. Donc chargé de mission. Il a occupé tous les postes. Donc il sait de quoi on parle. Chaque fois qu'on évoque le Premier ministre, il sait ce que ça veut dire. Le secrétaire général, il sait à quoi ça renvoie. Le directeur de cabinet du président, le directeur de DCC, tout il connaît. Et il a fait traverser le pays d'un modèle de gestion monopartisan au multipartisme. Il a donc un président qui a géré un état de dictature de 1982 à 1990. Donc il sait même ce que c'est qu'un état de dictature. C'est lui qui a fait abolir les lois d'exception, qui étaient les lois qui faisaient de la subversion. Il y avait un concept qu'on appelle la subversion. Il ne fallait surtout pas parler de politique. Vous ne pouviez pas dire Ahidjo ou Amadou Ahidjo sans vous retourner. Aujourd'hui, tout le monde dit Paul Biya comme il veut. Donc, on a traversé ça. Et le président Biya est entré vers la fin des années 80 dans la gestion d'un nouveau pays, d'un nouveau système qui n'avait rien à voir avec ce qu'Ahidjo lui a laissé. Il fallait gérer le libéralisme économique, il fallait gérer le libéralisme politique, il fallait se soumettre à la politique de laquelle la communauté internationale imposait désormais à la suite de la fin de la guerre froide. Donc nous avons là quelqu'un qui doit maintenant piloter un nouvel appareil qu'il ne connaît pas. Donc les privatisations, liquidations et autres. Non, le Cameroun, c'est pour ça que je ne comprends pas. Bon, c'est vrai, les scientifiques font un travail vraiment de science. Le pays, le président Biya, et c'est clair que ceux qui pilotent le monde en ce moment-là connaissent bien le libéralisme communautaire, mais n'en veulent pas. Parce que l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est soumettre le Cameroun, politiquement, économiquement, pour qu'il enclenche et rentre dans le tunnel du libéralisme économique qui est en train de s'imposer dans le monde et de la démocratie libérale. Donc on nous a mis dans des difficultés, on a fait baisser les cours des matières premières pour nous tenir, on nous a même pris dans un programme économique extrêmement rigoureux, extrêmement drastique, difficile pour le peuple. Mais le président Biya, il faut le dire, là où plein de peuples se sont révoltés,
là où des chefs d'État sont tombés comme des poires mûres. Hein, là où vous vous souvenez de ce qu'on appelait les périodes des périodes de braise. Là où tout semblait perdu. Mais on a vu Paul Biya, d'ailleurs certains de ses amis l'appellent le Sphinx. Et on l'a vu rejaillir, toujours optimiste, toujours pédagogique, toujours tolérant, toujours patient. Et d'un discours à l'autre, il était difficile d'entendre le président Biya quitter le fil rouge. Parce qu'en réalité, il n'arrivait pas à se mouvoir. Sauf que dans la même lancée, le président Biya a préservé les ressources du pays. Dans son discours de 2022 à la jeunesse, que j'ai ici, il dit qu'on a exploité 1% des ressources du sous-sol camerounais. 1%. Et ça veut dire que pendant tout ce temps, alors que beaucoup de peuples, beaucoup d'États ont pratiquement bradé leur sous-sol, se sont laissés aller, le président Biya a gardé le cap de la 16 politique, c'est-à-dire l'endurance. Ce qu'on appelle d'ailleurs, vous savez, le Cameroun est réputé être un des États résilients, les plus résilients d'Afrique. Tout à fait. Et à côté de ça, il s'est structuré une jeunesse extrêmement volontaire. Vous savez, c'est quand vous sortez du Cameroun et que vous rencontrez un jeune Camerounais que vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'un Camerounais. C'est des gens d'un dynamisme extraordinaire qui cassent tout sur leur passage quand ils sont hors du Cameroun. Parce qu'ils sortent d'un moule où on leur a imposé une telle endurance devant les difficultés, une telle... D'ailleurs, à Douala, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient que non, le président nous a enseigné, il nous a appris à nous battre. Donc les jeunes Camerounais, aujourd'hui, quand vous voyez le pays est occupé par les Camerounais. Il y a des gens qui vendent des terres des Camerounais comme ça en catimini, on le sait. Mais les jeunes Camerounais se mettent dans tous les secteurs d'activité. Et le travail que j'ai fait pour le libéralisme communautaire, nous proposons qu'aujourd'hui, c'est maintenant, et maintenant que libérer de toutes ces contraintes, libérer des contraintes néocoloniales, les fameux accords économiques, libérer de ces accords. Il faut le dire aux Camerounais, le président Biya les a fait disparaître sans histoire. C'est ça, c'est une de ces techniques, c'est que vous séparez en amis. D'accord, on vous accompagne. Il a fini ça. Et deuxième chose, sur le plan militaire, il a prouvé qu'il pouvait défendre le Cameroun. Vous avez vu sa capacité à négocier sur le plan diplomatique avec Bakassi. Vous avez vu comment il a repoussé Boko Haram avec son armée. Donc, le pays de Paul Biya est un pays qui se veut autonome. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, l'armée française traversait le territoire camerounais pour aller en Centrafrique. Ils se sont arrêtés à Ngaoundéré. Ils ont osé lever le drapeau en Ngaoundéré. Tout de suite, l'armée camerounaise, vous baissez ça maintenant et vous repartez. Donc, et tout ceci s'est fait, c'est révolutionnaire. Mais ça se fait chez Paul Biya dans une douceur mais c'est très très fort comme manière de conduire le pays. Et je pense que ce que Chirac a dit, qui est néocolon, le Cameroun est une complexité. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous sortez dans la rue et que vous rencontrez les Camerounais dans leur complexité, vous-même, chacun d'entre nous, comme on dit au quartier, confirme la difficulté qui a piloté ce pays. Mais peut-être qu'on doit demander donc à Jean-Jacques Ngonon Nemeu, vous, expert en gouvernance et qui vous intéressez particulièrement à ce système de gouvernance-là, dans la paix et la calmie. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant, notamment dans votre ouvrage? Oui, justement, dans mon ouvrage, je retiens beaucoup plus... que le Cameroun, en réalité, mérite une culture impulsée par son Excellence Paul Biya. Cette culture, la culture notamment la culture de paix. Vous savez, dans une famille, il y a une culture. À partir de cette culture, on peut se projeter, on peut se propulser, on peut se faire une idéologie. C'est ainsi donc en sa qualité de chef de famille. Le Cameroun, pour Biya, il s'agit là d'une famille. Il a su inculquer un sens d'appréciation politique.
C'est ainsi donc qu'aujourd'hui, on se retrouve, c'est vrai, dans ce pluralisme politique, c'est d'ailleurs normal. Vous ne saurez parler de un sans toutefois qu'on vous dise qu'il y a une virgule, d'où la démocratie. Il y a lieu d'écouter ceux qui pensent qu'ils peuvent oser d'une autre manière. C'est ainsi donc que lui, d'une autre manière, il a su rétablir un autre sens de dialogue, un autre sens de liberté d'appréciation. Alors, on se retrouve aujourd'hui, chacun dit ce qu'il pense, chacun pense, et puis il sait avec audace, avec courage, avec sens d'appréciation, tout ce qu'il peut dans le cadre de développer son quotidien. Alors, chaque jeune Camerounais, chaque Camerounais, en réalité, sait pouvoir se développer dans son petit rayon à partir de l'impulsion du chef de l'État lui-même. Il a dit, prenez courage. Il a dit, homme courage. Il a dit, il a su remettre chaque Camerounais à sa ressource d'appréciation. Une ressource d'appréciation, notamment nous parlons de ceux des agriculteurs. Notamment aujourd'hui, il a si bien dit depuis des lustres, la terre n'échoue pas. Voilà, la terre ne trompe pas. Il a tant invité les populations à se rapprocher des contrées, notamment les contrées villageoises et autres, pour cultiver la terre. Aujourd'hui, c'est une satisfaction générale. Vous n'avez qu'à vous rendre dans nos compagnies, notamment dans nos villages, et ainsi de suite. Les cacaoculteurs se sucrent les mains. Aujourd'hui, vous avez une autre politique, une autre stratégie à saisir. C'est un témoignage quand vous allez notamment dans nos zones villageoises. Vous allez vous rendre compte que, franchement, les populations jeunes sont allées vers les campagnes pour cultiver le cacao. Comme si c'était une affaire d'aujourd'hui. Non, c'est l'impulsion du chef de l'État. C'est un visionnaire. Il est parti, il a vu, il y a 10, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est ainsi donc que je m'en vais plus loin. Dans ma publication, dire aux gens, voilà, le Paul Biya, président de la République, mais c'est un stratège. Ce qui ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Rassuré par son peuple, il a été zélé de sa popularité, zélé de son dynamisme politique pour répondre à certains téméraires qui venaient de l'autre côté tenter de déstabiliser le Cameroun. Il a utilisé des techniques pour les repousser. Nous avons également eu des querelles, notamment comme mon frère disait tout à l'heure. Bakassi, ça n'a pas été l'objet du hasard. C'était des attaques fortement houlées, montées par des traquenards internationaux. Alors, d'une autre manière, en lieu et place des armes, l'homme a su taire le tintamarre. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'armement, notamment la force, il a utilisé le bic et le papier. Notamment l'une de ces caractéristiques. On va essayer de marquer une pause dans cette édition de Twilight qui vous revient dans quelques instants. À tout de suite pour la suite. « 6 novembre 1982, une date, une histoire, plusieurs fois gravée. Et parmi les auteurs de cette histoire-là, gravée sur le papier, Philippe Nganfé, journaliste, directeur de publication de Le Flambeau, auteur de Paul Biya, le héros d'un chemin escarpé. J'y arrive et pourquoi? Alors, au-delà de démontrer la capacité du président Paul Biya à gérer les crises, parce que c'est l'un des chapitres de ce livre. Le livre a également une grande portée historique, parce que, ma foi, et pour reprendre Ernest Lavis, la connaissance de l'histoire éclaire l'amour de la patrie. Et donc, on entend de plus en plus des discours du genre: à l'époque du président Amadou Ahidjo, tout était facile, la vie était moins chère. Maintenant, avec le président Paul Biya,
tout est devenu difficile et consorts. Et donc, le livre apporte des réponses à ce genre de propos. Parce que lorsque des propos qui établissent le livre apporte une comparaison entre les deux époques. Et quelles sont les réponses du livre? Oui. Lorsque le président Paul Biya est Premier ministre, je commence par là, il est Premier ministre en charge de l'économie. Et donc, toutes les réformes qui ont abouti à l'autosuffisance alimentaire, c'est lui qui les a mis en exécution. Alors, lorsqu'il prend donc le pouvoir, il y a un contexte international qui change, qui est marqué par 3 facteurs. La détérioration des termes de l'échange, la chute du cours du dollar américain de 50%, monnaie sur laquelle étaient libellées les matières premières d'exportation. Et il y a aussi l'évolution des politiques monétaristes, des taux d'échange et des taux d'intérêt qui ont augmenté la dette des pays pauvres, jadis appelés pays du tiers-monde. Et cette situation a longtemps été masquée par les recettes pétrolières qui faisaient en sorte que le chiffre de croissance, le taux de croissance aussi entre 8 et 9%. Ça masquait littéralement cette situation de crise. Mais quand le président Biya prend le pouvoir, il se retrouve face à cette réalité. La crise est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut aussi être capable de gérer la crise. Je l'ai dit dans d'autres cadres. Son discours du 31 décembre 1986, il disait, je cite de mémoire le président, Camerounaises, Camerounais, l'année 1987 ne sera pas une année facile. Parce que la crise était là. Et en 87, février, il a répété qu'elle est là. Il faut prendre des mesures. Il a pris un ensemble de mesures d'austérité pour pouvoir, dans le domaine de la gouvernance et dans bien d'autres. Mais pour l'immense majorité des Camerounais, c'était une affaire du président. Parce que les gens étaient habitués à la bombance. Il y avait des recrutements massifs dans les entreprises. Et puis, il y avait également des détournements des fonds et la corruption. Les gens volaient de l'argent au nom de l'impersonnalité de l'État. Et le président Biya avait dit il faut que l'État cesse d'être considéré comme une vache à lait. Et là, c'était déjà... le président annonçait les couleurs. Parce que plus tard, il avait décrié publiquement la corruption et tout. Mais, puisque la situation se désagrégeait, le président était obligé de faire ce difficile choix d'aller toquer à la porte des institutions de Bretton Woods, à savoir le FMI et la Banque mondiale, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Et il l'a fait en novembre 1988. Et donc, vous voyez qu'on est parti de 1986 jusqu'en 2006 pour sortir de cette crise. 20 années de crise économique sévère. Période au cours de laquelle aucun investissement majeur n'était possible au Cameroun. Et vous allez voir... l'apanage du Cameroun. Voilà. Et ce n'était pas, tel que le professeur le dit, l'apanage du Cameroun. C'était une crise internationale. Et donc, cette crise est là. Il faut libéraliser le paysage politique. Et par la suite, très rapidement. Oui, il faut libéraliser le paysage politique. Dans les années 90, il y a la dévaluation du franc CFA en 94, il y a Bakassi. C'était un ensemble de crises difficiles que le président devait gérer. Mais en 2000, grâce à sa sagesse, grâce à sa lucidité, on atteint le point de décision. Et en 2006, le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, qui a permis à l'État du Cameroun d'avoir les courées franches et de mener des politiques de développement à long terme. Puisqu'en 2010, on a le document de stratégie pour la croissance et pour l'emploi qui est là, qu'il faut implémenter. Malgré cela, il y a la guerre contre Boko Haram et on le sait, la guerre coûte très cher. Et le document de stratégie avec ses manquements, aujourd'hui on est dans la stratégie nationale de développement, la SND 30. Donc, c'est cette histoire politique et économique de notre pays que nous relatons aussi dans le livre pour que les jeunes gens qui sont
en plein dans des débats du quartier, puisqu'on davantage comprendre le combat que le président Paul Biya a mené pour... Vous êtes entendu. Vous êtes entendu, rassurez-vous. Et on va retourner en ligne, notamment avec le professeur Siméon Patrice Kwam, qui est co-directeur de 2 ouvrages, tome 1 et tome 2, sur le libéralisme communautaire de Paul Biya. Professeur, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, dans votre ouvrage, vous revenez notamment sur la date du 6 novembre 1982, une date que vous qualifiez de charnière. Bien évidemment, madame. La date du 6 novembre 1982 est une date charnière. C'est ce jour que le président de la République, Paul Biya, posait les jalons de sa pensée politique qu'il va d'ailleurs consigner 5 ans plus tard dans son ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire » qui est donc à la base des commentaires objectifs faits par les 65 enseignants-chercheurs de toutes les universités camerounaises. Il faut dire que le libéralisme communautaire est la doctrine qui a été énoncée par le président Paul Biya dans son ouvrage Pour le libéralisme communautaire, publié en 1987 en Suisse aux éditions Pierre-Marcel Fabre, 158 pages. C'est un chef-d'œuvre très agréable à lire. Cette pensée originale, construite à partir d'une observation rigoureuse du passé et du présent, ainsi que d'une vision lucide de l'avenir du Cameroun, a servi de boussole à son action politique et aux politiques publiques mises en œuvre par ces différents gouvernements. Cet ouvrage collectif de 2 tomes est un ensemble de regards croisés sur la philosophie politique qui est un véritable humanisme fondé sur les valeurs et particularités camerounaises et africaines. Mais il ne s'agit point d'un inventaire ni d'un bilan des actions menées ou des résultats obtenus par l'homme du renouveau, mais plutôt d'un discours objectif sur cette expérience particulière d'interaction entre la pensée et l'action politique du président Paul Biya. Un discours positif, professeur, puisque le temps nous tient à la gorge et l'histoire continue depuis le 6 novembre 1982. Et devrait-on s'attendre à un 3e tome ou sinon, professeur, s'il vous était donné de rédiger un autre ouvrage sur le président de la République, dites-nous dans la délimitation temporelle, notamment de 2024, puisque l'histoire continue, quels seraient les points cruciaux à inscrire dans cet ouvrage-là? Effectivement, la roue de l'histoire tourne. Pour le libéralisme communautaire est une pensée dynamique. Un tome 3 pourrait être possible à partir, disons, de 2027 pour que cette pensée soit à sa 4e décennie. Et là, l'intitulé pourrait être « Le libéralisme communautaire de Paul Biya à la veille de l'émergence ». Mais pour l'instant, s'il fallait rédiger un nouvel ouvrage avec pour délimitation temporelle 2024, les points cruciaux seraient les résultats des analyses faites par les collègues. Il s'agirait alors de relancer urgemment l'agriculture et l'industrie, d'accélérer de manière très significative tous les chantiers en cours dans le pays, d'engager l'exploitation minière à très grande échelle pour augmenter le PIB et ainsi avoir une croissance économique assez acceptable. Il s'agirait d'accélérer la quête de la justice sociale par la lutte contre toutes les formes de discrimination sociale. Il s'agirait de maintenir la stabilité institutionnelle et le processus démocratique. Et enfin, il s'agirait donc de renforcer la coopération internationale.
Merci beaucoup, professeur. On va immédiatement partir de l'autre côté du bout de fil, notamment dans la région de l'extrême nord avec vous, Parfait N'Viamna Mininamou. Alors, dites-nous, on est aujourd'hui mercredi, un jour anniversaire du 6 novembre 1982. Quelle mémoire faites-vous de cette date-là et quelles leçons en tirer? Le 6 novembre reste ce jour mythique. Le 6 novembre reste ce jour béni que le Dieu Tout-Puissant a permis au Cameroun d'avoir un bâtisseur soucieux de la paix. La jeunesse aujourd'hui, elle est prospère, elle est entreprenante, elle est le fer de lance. C'est grâce à ce jour de 6 novembre où l'homme de paix est arrivé, l'homme de paix a mis la jeunesse au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi pour tout jeune, cet anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Biya est un moment de convivialité, un moment de festin, un moment de joie, car ça rappelle le développement, ça rappelle l'entrepreneuriat, ça rappelle le rayonnement diplomatique, ça rappelle la trajectoire qu'il a bien voulu tracer pour la jeunesse camerounaise. Oui, la jeunesse camerounaise se rappelle, oui, la jeunesse camerounaise est stable, oui, la jeunesse camerounaise a compris que le chef de l'État a consacré tout son magistère sur elle. Cette jeunesse est donc restée disponible et sourde et veut s'engager partout où besoin sera pour défendre le chef de l'État. Merci beaucoup, Parfait N'Viamna Mininamou, pour cette autre intervention. La dernière, certainement, du retour sur ce plateau de Twilight. Un dernier tour de table, quand même, pour nous dire assez rapidement, Joseph-Marie Lundu, économiste, écrivain, auteur de Paul Biya, Le disque dur ou l'héritage des générations. Votre ouvrage n'a certainement pas tous les détails sur le président de la République, puisqu'il est limité dans un espace-temps. S'il vous a été donné de rédiger un autre ouvrage, sur quoi mettrez-vous l'accent cette fois? Je mettrai l'accent sur la prophétie que je conduis en ce moment. La crise économique, c'est fini au Cameroun. Mais il faut changer le paradigme de gestion du pays. Il n'y a plus de crise, il faut emprunter le sentier d'expansion. Il faut qu'en décembre, 31 décembre, que le président de la République annonce la fin de la crise, parce que toutes les raisons qui avaient prévalu à annoncer la crise dans les années 87, qui ont été brillamment énoncées par un copanéliste, nous sommes exactement à l'inverse. Toutes les matières premières, tous les voyants sont ouverts. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les équipes et le modèle reste un modèle de lutte contre la pauvreté. Il faut le transformer en modèle de promotion de la prospérité. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple simple et je vais sortir. Oui, rapidement. Aujourd'hui, le prix du cacao, que mon frère a énoncé tout à l'heure, est entre 3 500 et 5 000 francs. Oui. Pour acheter le cacao dans la région du centre, on a besoin tous les jours d'environ 15 milliards. Mais ces 15 milliards ne sont pas disponibles. Et ne sont pas disponibles parce que le système bancaire, le système de financement reste frileux, parce que c'est un système de lutte contre la crise. Il faut donc transformer ce système en un système de promotion de l'expansion. C'est-à-dire simplement que l'État peut donner une garantie aux banques aujourd'hui en leur disant « allez-y tous azimuts, achetez le cacao aux producteurs » et la machine économique va être relancée. Car le seul problème du Cameroun aujourd'hui, c'est le problème de la liquidité entre les mains des ménages et des citoyens. On l'a dit, le président de la République est un sage. Docteur Jean-Jacques Ngonon-Nemeu, vous avez la même question. Que reste-t-il à compléter si vous devriez notamment pondre un autre ouvrage? Oui, il me revient de vous expliquer, à ma qualité d'homme politique aussi, le chef de l'État, il est un homme politique référentiel aujourd'hui parce que il a fait des hommes politiques.
il a fait des hommes politiques. Aujourd'hui, certains se retrouvent de l'autre côté pour tenter de le peindre à noir. Même ceux qui ont essayé de l'accompagner pendant des lustres, des décennies, aujourd'hui, comment l'enfant peut prétendre oublier qu'il a été le fils du père? C'est vrai, nous sommes à l'ère de la démocratie. On peut se permettre de n'importe quoi et de tout. Mais que les hommes politiques aussi, notamment ceux de l'opposition, sachent reconnaître d'abord ce qui a été fait avant de dire ce qu'il y a à faire. Philippe Ganfé. Oui, très sincèrement. Signalez que vous êtes un jeune qui notamment avait décidé d'écrire cet ouvrage sur le président de la République du Cameroun. C'est un message à la jeunesse? Oui, c'est un message non seulement à la jeunesse, mais à tous les Camerounais aussi. Parce qu'il faut que ceux qui accompagnent le président, ceux qui se réclament du biaïsme, doivent devenir des francs biaïstes. C'est-à-dire qu'ils doivent faire dans du biaïsme sincère. Ils doivent accompagner le président de manière sincère. Parce que depuis 1982, il y a eu près d'une trentaine de gouvernements. Et il y avait des bons et des félons, des incompétents et des compétents, Un peu de tout. Oui, il y avait un peu de tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'il y a quelques insuffisances quand même. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On ne va pas donner l'impression que tout va bien. Parce que le président a été accompagné par des personnes qui se sont comportées comme si le Cameroun c'était une épicerie familiale. Il y avait des égarés. Et donc, on doit retenir que ceux qui accompagnent le président doivent être sincères. Ils doivent travailler pour l'intérêt général. Parce que aider le président, c'est travailler pour servir les Camerounais. Voilà qui est dit, mesdames, messieurs. Voilà qui met un terme à cette édition de Twilight qui avait pour thème 6 novembre 1982, une date, une histoire plusieurs fois gravée. Nous n'oublions pas tous ces auteurs qui ont notamment rédigé, pondu des ouvrages sur le 6 novembre et d'autres aspects du règne du président de la République, 42 ans au pouvoir. Merci donc de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles, à nos panélistes en ligne, le professeur Siméon Patrice Kwam, agrégé des facultés de droit, chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Co-auteur de Le libéralisme communautaire de Paul Biya, tome 1 et 2. Autre invité en ligne, Parfait Mininamo Viamna, président du Conseil national de la jeunesse de l'extrême nord et auteur de Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante. Ici sur le plateau, merci à vous d'être venus en présentiel participer à ce débat. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du mercredi 6 novembre 2024. Restez sur CRTV News, nos programmes se poursuivent.